Pendant 18 ans, Antoine se levait chaque jour à 4 heures du matin pour vider le pot de chambre du comte Armand de Beauséjour. Pendant 18 ans, cet aristocrate le faisait ramper comme un chien lorsqu'il renversait du vin. Pendant 18 ans, le comte l'appelait Chose, jamais par son nom. Mais en 1791, lorsque la Révolution française fit voler en éclats l'ancien ordre, l'impossible se produisit à Lyon. Antoine recouvra sa liberté, racheta les biens de son ancien maître et inversa complètement les rôles. Désormais, c'est le comte Armand de Beauséjour qui se lève à 4 heures du matin pour vider le pot de chambre d'Antoine. Désormais, c'est l'aristocrate qui rampe, qui mendie, qui travaille jusqu'au sang. Si vous voulez savoir comment ce renversement brutal a eu lieu, comment un homme humilié a transformé son bourreau en serviteur, abonnez-vous dès maintenant. Dites-nous d'où vous regardez ce commentaire, car il ne s'agit pas d'un fantasme de vengeance, mais du récit historique, documenté de la façon dont la Révolution a créé une fenêtre de 3 ans où les derniers sont devenus les premiers, et comment un esclave particulièrement intelligent et impitoyable a exploité chaque seconde de cette fenêtre pour anéantir totalement celui qui l'avait brisé. Voici l'histoire d'Antoine et du comte. Et elle est brutale du début à la fin. Lyon, 1773. La ville, deuxième capitale économique de France, était en pleine effervescence, un centre de production de soie qui habillait les aristocrates de Versailles à Saint-Pétersbourg. Au cœur du quartier de la Croix-Rousse se dressait l'hôtel particulier du comte Armand de Beauséjour. 4 étages d'architecture Renaissance, des jardins agrémentés de fontaines importées d'Italie et des écuries abritant 12 chevaux arabes de pure race. Le comte avait 38 ans, était veuf et sans enfants, et sa fortune reposait sur 3 piliers. Un héritage familial de vignobles en Bourgogne, des investissements dans des manufactures de soie à Lyon, et une participation dans une compagnie de traite négrière opérant entre Nantes et Saint-Domingue. Parmi les 23 esclaves domestiques que le comte entretenait dans sa résidence lyonnaise, une situation techniquement illégale sur le sol français métropolitain, mais une loi rarement appliquée aux puissants aristocrates, se trouvait un garçon de 12 ans récemment arrivé de Martinique. Son nom de baptême, imposé, était Antoine. Son véritable nom, donné par sa mère Yoruba avant d'être arraché à elle à l'âge de 8 ans, était Ayodele. La joie est arrivée. Mais la joie s'était éteinte lors de la traversée de l'Atlantique, et il ne restait plus qu'un enfant maigre et apeuré, qui parlait un français approximatif et tremblait dès qu'un blanc élevait la voix. Le comte Armand de Beauséjour acheta Antoine précisément pour sa jeunesse. « Les enfants sont plus faciles à modeler », expliqua-t-il au marchand d'esclaves qui avait facilité la transaction illégale. « Briser des adultes est possible, mais fastidieux. Les enfants, on peut les modeler entièrement, les transformer exactement en le serviteur dont on a besoin. » Il paya 300 livres, un prix modique, car Antoine était petit pour son âge, probablement malnutri, et portait une vilaine cicatrice au front, trace des coups de corde que le capitaine du navire lui avait infligés pour avoir trop pleuré. La première leçon qu'Antoine apprit à l'hôtel de Beauséjour eut lieu dès sa 2e nuit. Il avait été chargé du service du dîner. Une tâche simple consistant à se tenir derrière le fauteuil du comte et à remplir les verres de vin au besoin. Mais les mains d'Antoine tremblaient, encore peu habituées au poids des lourdes bouteilles de cristal. Lorsqu'il laissa tomber 3 gouttes, seulement 3, de Bordeaux 1759 sur la nappe blanche, le comte s'interrompit en plein découpage de son canard rôti. « Créature, dit-il d'une voix calme mais glaciale. Tu viens de gaspiller du vin qui vaut plus que toute ta vie. » Antoine se figea, ne comprenant pas tous les mots, mais saisissant parfaitement le ton. « À genoux, » ordonna le comte. Antoine s'est agenouillé. « Non, comme un chien, à 4 pattes. » Le garçon obéit, confus et terrifié, en posant les mains au sol. « Maintenant, nettoyez le vin renversé, avec votre langue. » Un silence s'installa, tandis qu'Antoine assimilait la commande, espérant avoir mal compris. Mais le comte le regarda, la fourchette levée, attendant l'obéissance.
Alors Antoine baissa la tête et lécha les 3 gouttes de vin sur la nappe, l'amertume se mêlant à l'humiliation qui lui restait en bouche. « Eh bien, dit le comte en reprenant son repas, maintenant vous comprenez votre place dans cette maison. Vous n'êtes pas un être humain ici, vous êtes un objet parlant, un instrument de respiration, et les instruments qui ne fonctionnent pas correctement sont mis au rebut. Comprenez-vous ? » « Oui, monsieur, » murmura Antoine. « Oui, monsieur, quoi ? » ?»« Oui, monsieur, je comprends. » »« Qu'est-ce que cela comprend précisément ?» Antoine, toujours à 4 pattes, la tête baissée, prononça avec difficulté les mots suivants. « Que je ne suis pas humain, que je suis un objet. » « Excellent. Vous former sera plus facile que je ne le pensais. » Ce fut le premier jour. Les 18 années suivantes allaient être des variations élaborées sur ce thème fondamental, la déshumanisation systématique et créative d'Antoine par un homme qui trouvait un plaisir véritable à briser les esprits. Le comte Armand de Beauséjour n'était pas sadique au sens conventionnel du terme. Il ne battait pas ses esclaves dans un accès de rage incontrôlé. Il ne les brûlait pas avec des cigares, ni ne les mutilait par amusement. Sa cruauté était plus froide, plus calculée, plus psychologique. C'était la cruauté d'un homme qui avait étudié la philosophie à la Sorbonne, qui lisait Voltaire et Rousseau, tout en traitant les Africains comme des animaux, et qui voyait dans la contradiction non pas de l'hypocrisie, mais l'ordre naturel de l'univers. Antoine fut nommé valet personnel du comte à l'âge de 14 ans, passant des tâches ménagères générales au service intime. Cela impliquait de se lever à 4 heures du matin pour préparer le bain du comte. Cela impliquait d'habiller l'aristocrate de tous ses vêtements, des bas de soie aux perruques poudrées. Cela impliquait d'être présent dans la chambre du comte pratiquement à toute heure du jour et de la nuit, toujours disponible, toujours invisible, jusqu'à ce que l'on ait besoin de lui. Et cela impliquait de subir les « jeux éducatifs » du comte, un euphémisme que Beauséjour utilisait pour désigner les humiliations élaborées qu'il inventait pour son propre amusement. Il y avait le « jeu du miroir ». Le matin, lorsque le comte s'habillait, Antoine devait rester immobile comme une statue pendant que le comte s'admirait dans le miroir. Si Antoine cligna des yeux, respirait trop fort ou montrait le moindre signe d'autonomie, il était puni en restant immobile pendant 6 heures. Le comte avait installé un miroir placé précisément de manière à pouvoir observer Antoine pendant qu'il s'habillait, étudiant l'esclave comme un naturaliste étudie un insecte pris au piège dans un miroir. Il y avait le test de confiance. Périodiquement, le comte laissait, par inadvertance, des pièces d'argent dans les endroits où travaillait Antoine. Si Antoine touchait les pièces, même pour les déplacer en faisant le ménage, il était accusé de tentative de vol et puni d'un jeûne de 3 jours. S'il les ignorait, le comte se moquait de lui, tellement bête qu'il ne reconnaît même pas l'argent quand il le voit. Il y avait l'exercice de mémoire. Le comte récitait une liste de 15 instructions complexes, une seule fois. Antoine devait les exécuter parfaitement, dans l'ordre exact, des heures plus tard. Lorsqu'il commettait inévitablement une erreur, car il était impossible de ne pas en faire, le comte soupirait théâtralement. Dire que certains philosophes prétendent que les Africains possèdent une intelligence humaine. Vous êtes la preuve vivante que de telles illusions sont infondées. Mais l'humiliation la plus systématique, celle qui a complètement défini l'existence d'Antoine, était le rituel matinal du pot de chambre. Chaque jour, à 4 heures du matin, Antoine pénétrait dans les appartements du comte. L'aristocrate dormait encore. Il ne se réveillait jamais avant 8 heures. Antoine se dirigeait silencieusement vers le fauteuil de brocart où se trouvait le pot de chambre, ce pot en porcelaine finement peint à la main, orné de scènes pastorales. Il prenait le récipient, rempli des urines et des excréments du comte de la nuit précédente. Il le transportait à travers la pièce, descendait 3 étages jusqu'aux salles de bain situées à l'arrière de la maison où il le vidait, le nettoyait méticuleusement et le remettait à sa place. Le tout avant que le comte ne se réveille. Pendant 18 ans, Antoine a commencé chaque journée en retenant les excréments d'un autre homme. C'était une déshumanisation délibérée. Le comte aurait facilement pu installer des toilettes plus confortables,
ou affecter n'importe lequel des 23 esclaves domestiques à cette tâche. Mais il voulait précisément qu'Antoine, son valet personnel, l'esclave avec lequel il interagissait le plus, commence chaque journée ainsi. Il voulait qu'Antoine intègre pleinement sa condition. « Tu existes pour porter mes excréments », au sens propre. Et ça a marché. Au fil des ans, quelque chose s'est brisé en Antoine. Pas complètement. Une colère tenace subsistait, enfouie profondément là où le comte ne pouvait l'atteindre. Mais en apparence, Antoine devint exactement ce que Beauséjour désirait. Un serviteur parfaitement obéissant, anticipant les besoins, ne parlant jamais sans y être invité, existant comme une ombre silencieuse, permettant au comte de mener sa vie sans que l'aristocrate ait besoin de reconnaître son humanité. Les autres esclaves de la maison de Beauséjour considéraient Antoine avec un mélange de pitié et de mépris. Pitié, car ils savaient tous qu'il subissait une forme particulière de torture psychologique. Mépris, car Antoine ne résistait jamais, ne se plaignait jamais, ne manifestait jamais cet esprit que les autres esclaves entretenaient par de petits actes de sabotage et de rébellion. Il est complètement brisé, avait confié un jour Marie-Louise, la cuisinière esclave. Le comte en a fait une marionnette, ce n'est même plus un homme. Mais il se trompait. Antoine n'était pas fauché. Il attendait, car durant ces 18 années d'humiliation, Antoine en a pris beaucoup. Valet personnel ayant accès aux appartements privés du comte, il fut témoin de tout. Il lisait la correspondance que le comte laissait traîner un peu partout. Il écoutait les conversations de l'aristocrate avec ses visiteurs, présumant que tout esclave présent était trop sourd et muet pour que cela ait une quelconque importance. Il observait les transactions financières, les affaires illégales, les secrets qui auraient pu ruiner un homme puissant s'ils étaient tombés entre de mauvaises mains. Antoine était illettré lorsqu'il arriva chez Beauséjour, à l'âge de 12 ans. Mais Lyon était une ville d'imprimerie, de livres, d'éducation bourgeoise. Et le comte, ironiquement, possédait une vaste bibliothèque qu'il utilisait rarement, plus par ostentation que par véritable lecture. Les soirs où le comte était absent pour des dîners mondains, Antoine se glissait en cachette dans la bibliothèque. Il apprit à lire seul, d'abord avec un catéchisme catholique, le livre le plus simple qu'il put trouver, puis des grammaires, puis des livres de comptabilité, puis de philosophie. Il lui fallut 6 années d'études secrètes, mais à 20 ans, Antoine lisait couramment le français. À 22 ans, il comprenait les rudiments du latin. À 25 ans, il était capable d'analyser des livres de comptes complexes et de comprendre précisément d'où venait l'argent du comte et où il allait. Ce qu'il découvrit fut révélateur. Le comte Armand de Beauséjour était au bord de la faillite. Son apparence de richesse n'était qu'une façade, dissimulée derrière des dettes colossales. Il devait 50 000 livres à des banquiers lyonnais et 30 000 autres à des créanciers parisiens. Ses manufactures de soie périclitaient face à la concurrence étrangère. Ses vignobles bourguignons avaient subi 3 mauvaises récoltes consécutives. S'il n'avait pas encore fait faillite, c'était uniquement grâce à une ligne de crédit accordée grâce à son rang aristocratique et à l'espoir d'hériter un jour de sa fortune de parents âgés. Le comte était un château de cartes qui n'attendait qu'un coup de vent pour s'écrouler. Antoine mémorisait chaque détail, chaque créancier, chaque dette, chaque transaction douteuse. Et il attendait. Le vent violent s'est levé en juillet 1789 lors de la chute de la Bastille à Paris. La nouvelle de la Révolution se répandit à travers la France comme une traînée de poudre. Lyon, toujours politiquement instable, fut le théâtre de célébrations et de violences. Les marchands de soie bourgeois, longtemps hostiles aux aristocrates qui contrôlaient les corporations grâce à leurs privilèges héréditaires, y virent une opportunité. Les ouvriers pauvres, écrasés par les impôts que les aristocrates ne payaient pas, envahirent les rues, réclamant l'égalité, et les esclaves, les quelques centaines qui vivaient illégalement à Lyon, murmuraient entre eux, peut-être, enfin, la liberté. Le comte Armand de Beauséjour considéra d'abord la Révolution comme un désagrément passager. « Panique bruyante », dit-il avec dédain tandis qu'Antoine l'habillait.
Le roi rétablira l'ordre dans quelques semaines. Il le fait toujours. Mais le roi ne rétablit pas l'ordre. Le mois d'août arriva, et avec lui la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Septembre arriva, et les aristocrates commencèrent à perdre leurs privilèges féodaux. Octobre, et la famille royale fut contrainte de quitter Versailles pour Paris. Le monde était sans dessus-dessous. Et Antoine, qui portait toujours le pot de chambre du comte tous les matins à 4 heures, commença à faire des plans. Il lui fallait d'abord la liberté légale. La Révolution débattait des droits, mais leur mise en œuvre était chaotique. L'esclavage en France métropolitaine se trouvait dans une zone grise juridique, théoriquement illégale depuis d'anciens édits, mais jamais appliquée, si bien que des milliers de personnes comme Antoine vivaient dans l'incertitude. Il lui fallait une reconnaissance officielle de sa liberté avant que cette possibilité ne disparaisse. En décembre 1789, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'adressa directement au comte pour lui faire une demande. « Monsieur le comte, dit-il d'une voix basse et respectueuse comme toujours, puis-je vous demander une faveur ?» Le comte le regarda avec surprise. En 18 ans, Antoine n'avait jamais rien demandé. « Quelle faveur ? Liberté, monsieur. Les temps changent. Posséder des esclaves peut devenir compliqué pour vous. Si vous me libériez maintenant, de votre plein gré, vous feriez preuve d'un esprit révolutionnaire et progressiste. Vous pourriez même améliorer votre position grâce à de nouveaux pouvoirs. » C'était un argument astucieux. Beauséjour était inquiet pour sa position dans le Lion révolutionnaire. Être perçu comme un aristocrate progressiste pourrait le protéger. « Et si je vous libère ?» demanda le comte d'un ton soupçonneux. « Qu'est-ce qui vous empêche de simplement partir ?»« Rien, monsieur, » répondit Antoine honnêtement. « Mais rien ne m'oblige à révéler les secrets que je connais sur vos finances si nous nous séparons en bons termes. Tant que je suis libéré contre mon gré ou maintenu en esclavage, tandis que d'autres autour de moi sont affranchis, les hommes désespérés font des choses désespérées. » C'était un chantage voilé, mais évident. Le comte plissa les yeux. « Vous osez me menacer ? » ?»« Non, monsieur. Je ne fais que constater la situation. Je vous propose un échange mutuellement avantageux, ma liberté contre mon silence et mon maintien à votre service en tant qu'employé rémunéré. Vous gagnez ainsi l'apparence du progressisme et conservez un valet expérimenté. Je retrouve la dignité d'un homme libre et non celle d'une propriété. » Le comte y réfléchit. Il n'appréciait guère d'être contraint, mais il reconnaissait aussi qu'Antoine n'avait pas tort. Et dans son arrogance, il pensa que même libre, Antoine serait facile à contrôler. Après tout, où un ancien esclave africain pourrait-il bien aller à Lyon? Quelles options lui resteraient? Il resterait dépendant de la charité de Beauséjour. « Très bien, dit finalement le comte. Je vais préparer les papiers d'affranchissement. Mais vous continuerez à travailler pour moi, comme employé, certes, mais dans les mêmes fonctions. Et si vous trahissez ma confiance de quelque manière que ce soit, je vous garantis que vous le regretterez. La liberté légale ne vous protège pas des accidents. » « Je comprends parfaitement, monsieur. » Les papiers furent traités en janvier 1790. Antoine, à 30 ans, cessa officiellement d'être considéré comme une propriété et devint un homme de couleur libre. Il signa un contrat de travail avec Beauséjour, 10 livres par mois, une chambre sous les combles et 2 repas par jour. C'était un salaire misérable, inférieur à celui des domestiques blancs, mais c'était un salaire, et surtout, c'était la liberté légale. Le comte espérait que rien ne changerait, qu'Antoine resterait un serviteur obéissant avec simplement un autre document à son dossier. Et en apparence, rien ne changea. Antoine se levait toujours à 4 heures du matin. Il vidait toujours le pot de chambre. Il habillait toujours le comte. Il subissait toujours les humiliations quotidiennes. Mais intérieurement, tout avait changé, car désormais, Antoine était un homme libre qui planifiait la destruction de son ancien maître. La première phase du plan d'Antoine débuta en mars 1790. Utilisant les contacts qu'il avait secrètement noués au fil des ans, d'autres esclaves affranchis, des domestiques d'autres familles aristocratiques,
des ouvriers des docks du Rhône, il commença à diffuser des informations sur les dettes colossales du comte. Lyon révolutionnaire était un véritable creuset de factions rivales. La bourgeoisie marchande voulait briser le pouvoir aristocratique. Les jacobins radicaux, quant à eux, aspiraient à l'anéantissement total de l'aristocratie. Et les deux camps étaient avides de prétextes pour s'en prendre à certains aristocrates. Antoine attisait systématiquement ces rivalités. Une dénonciation ici d'une dette impayée, un document égaré, là révélant une fraude fiscale, une rumeur murmurée sur les mauvais traitements infligés aux esclaves par le comte dans sa demeure. En avril 1790, le comité de surveillance de Lyon convoqua Beauséjour pour qu'il s'explique sur ses finances. Le comte, toujours arrogant, pensait que son titre le protégerait, mais les révolutionnaires n'étaient pas dupes des titres. Ils exigèrent la preuve qu'il avait payé sa juste part d'impôts révolutionnaires. Comme il ne put la fournir, puisqu'il ne l'avait pas fait, ils saisirent immédiatement 20 000 livres sur ses biens. Beauséjour revint à l'hôtel particulier pâle et tremblant. « Ils m'ont traité comme un vulgaire criminel », s'écria-t-il à Antoine. « Ces insolents bourgeois. » Antoine, qui servait le dîner au comte, ne dit rien. Mais il s'autorisa un léger sourire quand Beauséjour avait le dos tourné. La deuxième phase débuta en mai. Antoine, avec ses maigres 10 livres mensuels méticuleusement économisés, commença à acheter des informations auprès des domestiques d'autres aristocrates. Qui projetait de fuir la France? Qui vendait secrètement des propriétés? Qui était à court d'argent? Il constitua ainsi un réseau de renseignements économiques sur l'aristocratie lyonnaise, rivalisant avec celui des agents commerciaux professionnels. Il découvrit alors l'occasion idéale. Le baron Lucien de Montfort, un vieil ami du comte, cherchait désespérément à vendre ses parts dans une manufacture de soie car il fuyait en Savoie pour échapper aux révolutionnaires. Il les vendait à un prix dérisoire. 3 000 livres pour une part, qui en valait 15 000 en temps normal. Antoine n'avait pas 3 000 livres. Mais il connaissait quelqu'un qui en avait, Jacob Lévy, un banquier juif lyonnais à qui le comte devait 8 000 livres et qui s'inquiétait de plus en plus de ne pas être payé. Antoine fit donc une proposition à Lévy. « Monsieur Lévy, dit-il, le comte de Beauséjour ne vous remboursera jamais sa dette. Il est ruiné et se donne les moyens de sauver les apparences malgré sa mauvaise réputation. Mais si vous me prêtiez 3 000 livres, je pourrais acquérir une part dans une manufacture de soie qui vaudrait 5 fois plus. Avec les bénéfices, je vous rembourserai avec intérêt, et vous auriez une véritable sécurité au lieu de la vaine promesse d'un aristocrate ruiné. » Lévy étudia Antoine, un ancien esclave africain qui proposait un montage financier complexe. « Pourquoi vous ferais-je plus confiance qu'à un comte? Parce que je n'ai pas cet orgueil aristocratique qui m'empêche d'admettre la réalité. Parce que je sais exactement à quel point les dettes de Beauséjour sont importantes. J'ai travaillé pour lui pendant 18 ans. J'ai vu tous les documents. Et parce que, franchement, les révolutionnaires sont moins enclins à confisquer les biens d'un homme libre d'esprit qui fait preuve d'initiative bourgeoise que ceux d'un aristocrate parasite. Je suis un investissement plus sûr. » Lévy rit, un rire sincère, mêlant surprise et respect. « Vous êtes extraordinaire, très bon. 3 000 livres à 20% d'intérêt par an. Si vous ne remboursez pas dans 2 ans, je garde la part. Convenu. » Antoine acquit une part dans une entreprise de fabrication de soie en juin 1790. Et soudain, un ancien esclave qui gagnait 10 livres par mois devenait copropriétaire d'une entreprise générant 200 livres de bénéfices mensuels. Pas une fortune certes, mais un début. Le comte Beauséjour l'ignorait. Il considérait toujours Antoine comme un domestique, même s'il était libre. Il ne lui venait pas à l'esprit que l'homme qui vidait son pot de chambre chaque matin possédait désormais des parts dans une industrie qui rivalisait avec ses propres investissements. La troisième phase s'accéléra rapidement tout au long de 1790 et 1791. Antoine réinvestit ses profits, achetant davantage de parts dans des manufactures que des aristocrates désespérés bradaient. Il noua des partenariats discrets avec d'autres hommes de couleur libre et des bourgeois progressistes.
En décembre 1791, la fortune d'Antoine s'élevait à 25 000 livres, une somme certes modeste, mais une fortune bourgeoise respectable. Entre-temps, le comte s'effondrait, les dettes s'accumulaient, les révolutionnaires confisquaient davantage de biens. Ces vignobles en Bourgogne furent nationalisés en septembre 1790. Ses participations dans les compagnies de traite négrières devinrent sans valeur lorsque le commerce s'effondra suite aux rébellions à Saint-Domingue. En 1791, il ne restait plus que l'hôtel particulier de Lyon, et même celui-ci était hypothéqué jusqu'à la toiture. Beauséjour se mit à boire excessivement. Ces humiliations élaborées envers Antoine s'atténuèrent, non par bonté, mais parce qu'il était trop rongé par l'apitoiement sur lui-même pour consacrer de l'énergie à la torture psychologique. Fréquemment, Antoine trouvait le comte déjà ivre à 10 heures du matin, marmonnant sur les injustices et l'ingratitude du peuple français. « Ils ne comprennent pas », déplora le comte. « L'aristocratie est l'ordre naturel. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Cette folie révolutionnaire passera. » Antoine ne répondit pas. Il se contenta de nettoyer le vomi lorsque le comte avait trop bu et continua d'accumuler informations et argent. Le coup de grâce fut porté en mars 1792. Les principaux créanciers de Beauséjour, exaspérés, exigèrent le paiement intégral et immédiat, faute de quoi ils forceraient la vente de l'hôtel particulier. Le comte se trouva dans l'incapacité de payer. La propriété fut mise aux enchères le 15 avril 1792. Antoine se préparait à ce moment précis depuis 2 ans. Il avait formé un consortium avec Jacob Lévy et 2 autres négociants bourgeois. Ensemble, ils disposaient du capital nécessaire pour remporter l'enchère. Mais Antoine voulait plus que simplement acheter la propriété. Il voulait que Beauséjour sache exactement qui le dépouillait de tout. Le jour de la vente aux enchères, la place Bellecour était noire de monde. Des aristocrates déchus observaient nerveusement, des bourgeois avides de symboles de l'ancien ordre, des curieux désireux d'assister à la chute des puissants. Le comte Beauséjour, impassible, était assis au premier rang, tandis que sa demeure familiale était offerte en pâture comme de la viande chez le boucher. La vente aux enchères commença. Première enchère, 10 000 livres. Puis 12 000, puis 15 000. Le prix monta lentement. Lorsqu'il atteignit 18 000 livres, il ne restait plus que 2 enchérisseurs, un riche marchand de soie nommé Dubois et un représentant anonyme d'un consortium non identifié. « 18 500 » s'écria Dubois. « 19 000 » répondit une voix calme. Tous les regards se tournèrent vers celui qui enchérissait. Ils virent alors Antoine, vêtu d'habits bourgeois de qualité, non pas opulent, mais tout à fait respectable. Il se tenait debout, la main levée, fixant le comte droit dans les yeux. Beauséjour resta complètement immobile, comme s'il avait vu un fantôme. « Impossible », murmura-t-il. « 19 500. » Dubois, sans se rendre compte de l'importance du moment, continua d'enchérir. « 20 000, dit Antoine calmement. 22 000, 25 000. » La voix d'Antoine restait calme, mais on y sentait désormais quelque chose de plus profond, non pas du triomphe, mais de la détermination. Il achevait un jeu auquel il jouait depuis 18 ans. Dubois hésita. 25 000, c'était bien au-dessus du prix du marché en temps de révolution. Il secoua la tête, résigné. 25 000 livres, première fois, deuxième fois, vendu au consortium représenté par M. Antoine Beaumont. Antoine avait légalement changé de nom de famille des mois auparavant, passant d'un nom d'esclave sans nom de famille à Beaumont, une ironie délibérée proche de Beauséjour. Pas assez identique pour être juridiquement offensant, mais suffisamment proche pour que le message soit clair. Le comte Beauséjour se leva lentement. Son visage était blanc comme un linge. « Vous, dit-il d'une voix rauque, vous avez acheté ma maison. »« Oui, monsieur le comte, » répondit Antoine, employant un titre avec une ironie que tous les présents sur la place comprirent. « Notre consortium est désormais le propriétaire légal de l'hôtel particulier qui appartenait auparavant à votre famille. Mais vous êtes un homme de bonne réputation et un commerçant légitime, monsieur.
Vous avez personnellement vérifié mes papiers lorsque vous m'avez libéré il y a 2 ans. Ou bien, avez-vous oublié? Beauséjour ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Aucun mot ne sortit. Il se contenta de se retourner et de quitter la place, titubant comme un ivrogne, alors qu'il était parfaitement sobre. Antoine prit possession de l'hôtel particulier le 20 avril 1792. Son premier geste fut d'en dresser un inventaire complet. Meubles, tapisseries, argenterie, bibliothèque, tout lui appartenait désormais. Il parcourut les chambres où il avait servi, les couloirs où il avait rampé, la bibliothèque où il avait appris à lire en secret, et il n'éprouva pas de triomphe, mais quelque chose d'étrange, le vide. La vengeance longtemps espérée lui semblait une fois accomplie, dénuée de sens. Mais ce n'était pas fini, car Beauséjour n'avait nulle part où aller. Le comte tenta de trouver refuge auprès de parents aristocrates. Tous refusèrent, fréquenter un homme aussi ruiné était dangereux, et beaucoup fuyaient déjà la France. Il essaya de louer des chambres modestes. Il n'avait pas d'argent pour les cautions. Il tenta de vendre ses derniers biens personnels. Le marché était saturé d'aristocrates, bradant leurs bijoux de famille. Après avoir vécu pendant 2 semaines de la charité de l'Église, Beauséjour fit l'impensable. Il retourna à l'hôtel particulier et frappa à la porte qui avait été la sienne pendant 40 ans. Antoine ouvrit lui-même la porte. Il regarda l'ancien monsieur, désormais vêtu de vêtements tachés, mal rasés et amaigris par la malnutrition. « Oui ?» demanda Antoine, comme s'il s'adressait à un inconnu. « Antoine !» articula Beauséjour d'une voix gercée. « J'ai besoin d'aide. »« Monsieur de Beauséjour !» répondit Antoine d'un ton formel. « Comment puis-je vous aider ?» L'emploi d'un langage formel, servile et pourtant inversé, fut comme une gifle. Beauséjour frissonna. « J'ai besoin d'un endroit où loger. De travail peut-être, de quoi subvenir à mes besoins en attendant que la situation s'améliore. » Antoine fit mine d'y réfléchir. « Eh bien, par hasard, ma maison a besoin d'une domestique. Quelqu'un pour les tâches ménagères, le ménage, l'entretien courant. Je paierai 8 livres par mois, plus une chambre au grenier et 2 repas par jour. » Beauséjour ferma les yeux. 8 livres, moins que ce qu'il avait payé à Antoine. Une chambre au grenier où Antoine avait dormi. « J'accepte, » murmura-t-il. « Excellent. Vous pouvez commencer demain à 4 heures du matin. Ma première tâche sera de vider mon pot à vinaigrette. Je suppose que vous savez comment faire, ou avez-vous besoin d'instructions ?» Le comte, l'ancien comte, désormais sans titre ni propriété, ouvrit les yeux. Les larmes lui montèrent au coin, mais il hocha la tête. « Je sais comment faire. »« Parfait. À demain alors, monsieur Beauséjour. » Ainsi commença le renversement de situation le plus complet que Lyon révolutionnaire ait jamais connu. Armand de Beauséjour, qui avait passé toute sa vie comme un aristocrate servi par des esclaves, se retrouva à servir l'esclave qu'il avait torturé pendant 18 ans. Le premier matin fut instructif. À 4 heures, alors que le ciel était encore sombre, Antoine entendit frapper timidement à sa porte la suite parentale qui avait appartenu à Beauséjour, désormais aménagée pour lui. « Entrez !» lança-t-il. Beauséjour entra, se déplaçant comme un fantôme, et se dirigea vers le pot de chambre près du lit d'Antoine. Les mains tremblantes, il prit le récipient en porcelaine, celui-là même qu'Antoine avait porté pendant 18 ans, et le porta dehors. Antoine observa en silence. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Son geste en disait long. Quand Beauséjour revint 20 minutes plus tard, le pot de chambre propre à la main, Antoine était réveillé, assis dans son lit. « Beauséjour, dit-il, avez-vous bien nettoyé? J'ai vérifié hier et j'ai trouvé une tache. Si j'en trouve une aujourd'hui, je vous retiendrai un demi-centime de salaire. »« Oui, monsieur, » répondit Beauséjour, les yeux fixés au sol. « Bien. Maintenant, prépare-moi mon petit déjeuner. Je veux 2 œufs, du pain frais et de la confiture de fraises. Tu as 30 minutes. » La routine s'installa les jours suivants. Beauséjour se levait à 4 heures pour s'occuper des besoins matinaux d'Antoine. Il préparait ensuite les repas, une tâche pour laquelle il était totalement incompétent, n'ayant jamais cuisiné de sa vie, ce qui donnait souvent des plats brûlés ou mal assaisonnés.
Après cela, il nettoyait l'hôtel particulier, 3 étages de chambres, de bibliothèques et de salons. Le travail autrefois effectué par 23 esclaves incombait désormais à un homme de 54 ans, sans expérience ni force physique pour les travaux manuels. Et Antoine traita Beauséjour exactement comme il avait été traité. Non pas avec violence, il n'en avait pas besoin, mais avec une froideur calculée, des critiques incessantes, des rappels constants de son insuffisance. « Beau jour, ce sol est sale. Nettoyez-le à nouveau. Beau jour, mes vêtements sont mal repassés. Repassez-les. Beauséjour, vous êtes lent. Un domestique compétent aurait fini en 2 fois moins de temps. » Beauséjour ne répondit jamais, ne se plaignit jamais. Il obéit simplement, en silence, comme un automate. Quelque chose en lui s'était brisé lorsqu'il avait accepté sa première tâche, vider le pot de chambre d'Antoine. L'acceptation que le monde avait basculé, que toutes les certitudes de sa vie, la supériorité aristocratique, l'ordre naturel des Blancs sur les Noirs, la permanence des hiérarchies, n'étaient que des illusions qui s'étaient évaporées. Les autres domestiques de la maison, Antoine avait gardé certains des anciens esclaves de Beauséjour comme employés rémunérés, observaient la scène avec un mélange de satisfaction et de malaise. Marie-Louise, l'ancienne esclave qui cuisinait désormais pour Antoine, lui dit un jour « Monsieur Antoine, ce que vous faites à Beauséjour, c'est justice, certes, mais c'est aussi cruel. Il dépérit. Il ne survivra peut-être pas beaucoup plus de mois comme ça. »« Marie-Louise, répondit Antoine, il m'a fait porter ses ordures pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il m'a fait ramper comme un chien, m'a insulté, m'a humilié quotidiennement. Il en subit une fraction depuis quelques mois et il s'effondre déjà. Cela ne prouve-t-il pas qu'il a toujours été pitoyable, que sa force ne venait que de son pouvoir sur les autres et non d'une quelconque force intérieure ? Oui, acquiesça-t-elle. Mais si tu continues comme ça, tu deviendras comme lui, un briseur d'esprit. Antoine ne répondit pas immédiatement. La remarque le troublait car elle était fondée. Il tirait une certaine satisfaction de ces humiliations. Il imaginait de nouveaux moyens de rappeler à Beauséjour sa chute. Il se transformait peu à peu en un monstre qu'il haïssait. Mais avant qu'il puisse résoudre ce dilemme moral, des événements extérieurs ont imposé un changement. En août 1792, la monarchie s'effondra. Louis XVI fut arrêté. La République fut proclamée. Avec elle vint la terreur, période durant laquelle les aristocrates furent systématiquement persécutés. Des guillotines furent installées sur les places publiques. Les listes de suspects s'allongeaient chaque jour. Le nom d'Armand de Beauséjour figurait sur l'une de ces listes. Le 10 septembre 1792, des révolutionnaires frappèrent à la porte de l'hôtel particulier d'Antoine. « Nous cherchons le comte de Beauséjour ci-devant », déclara le chef, utilisant un terme révolutionnaire pour désigner les anciens aristocrates. « On nous dit qu'il réside ici. » Antoine se trouvait alors face à un choix. Il pouvait livrer Beauséjour aux révolutionnaires. L'ancien comte serait arrêté, jugé sommairement et probablement guillotiné en quelques semaines. Ce serait la vengeance ultime. Non seulement lui ravir ses biens et sa fierté, mais aussi sa vie. Pendant 5 longues secondes, Antoine réfléchit. Il se souvint de 18 années d'humiliation. Il se souvint d'avoir rampé comme un chien. Il se souvint d'avoir porté des excréments chaque jour. Puis il répondit « Armand Beauséjour travaille ici comme domestique, mais il a complètement renoncé aux privilèges aristocratiques. Il vit comme un simple ouvrier, gagne un salaire modeste et ne représente aucune menace pour la République. » Les révolutionnaires observaient la scène avec scepticisme. Peut-on vérifier cela? Bien sûr. Ils nettoient actuellement les toilettes du 3e étage. Ils trouvèrent Beauséjour exactement là où Antoine l'avait indiqué, à genoux, en train de frotter le sol de la salle de bain, les mains couvertes de terre. La vue d'un ancien aristocrate accomplissant les travaux manuels les plus dégradants réjouit les révolutionnaires. « Il semble qu'il ait déjà été suffisamment puni », dit le chef, presque en riant. « Continuez, citoyens. » Quand ils furent repartis, Beauséjour s'approcha d'Antoine, perplexe. « Tu m'as sauvé la vie. » « Pourquoi »
Antoine regarda l'homme qui l'avait torturé pendant près de la moitié de sa vie, et il répondit honnêtement, parce que la mort serait une miséricorde. « Je veux que tu vives. Je veux que tu te réveilles chaque jour en sachant que le monde a complètement changé, que tout ce en quoi tu croyais n'était que mensonge, que l'homme que tu traitais d'objet décide désormais si tu manges ou si tu as faim. La mort serait une échappatoire. La vie est une punition. » C'était une réponse cruelle, mais c'était aussi la vérité. Les années passèrent, la terreur prit fin, Robespierre tomba, le Directoire prit le pouvoir, la France se stabilisa dans un nouvel ordre bourgeois. Et grâce à lui, Antoine prospéra. Ses investissements se multiplièrent, son consortium s'étendit. En 1799, il était l'un des marchands les plus riches de Lyon, respecté non pas malgré, mais grâce à ses origines, l'histoire d'un ancien esclave devenu un modèle de réussite, incarnation de la méritocratie révolutionnaire. Et beau séjour, il continua à travailler. Les années s'enchaînèrent, la routine devint l'existence. Il vieillit rapidement, le travail manuel usait un corps qui n'y avait jamais été préparé. À 60 ans, il en paraissait 80. Mais quelque chose avait changé en lui aussi. L'amertume initiale avait fait place, non pas à l'acceptation, mais à la reconnaissance. En privé, il commençait à parler à Antoine, non plus comme à un maître et à un serviteur, mais comme à deux hommes. « Antoine, dit-il un jour en 1802, tout en servant le dîner, puis-je vous poser une question ? Il le peut. Me détestes-tu ? Antoine réfléchit. J'ai haï. Longtemps, la haine m'a maintenu en vie. Mais la haine est épuisante. Maintenant, je ressens surtout de la pitié. Pour toi, d'avoir gâché ta vie entière dans une cruauté qui ne t'a apporté aucun bonheur véritable. Pour avoir été si vide intérieurement que tu n'as trouvé de sens qu'en brisant les autres. Beau séjour baissa les yeux. J'y ai réfléchi, à la raison pour laquelle je vous ai traité, vous et les autres, de cette façon. Et je comprends, c'était exactement ça, le vide. Je suis né privilégié, tout m'a été donné, je n'ai jamais eu à me battre pour quoi que ce soit, à rien construire. Alors j'ai bâti mon identité sur le pouvoir que j'exerçais sur les autres. Sans ce pouvoir, il ne reste plus rien. Et maintenant, demanda Antoine, que reste-t-il? Maintenant, j'apprends ce que signifie avoir de la valeur par le travail, plutôt que par la naissance. C'est une leçon d'humilité, mais peut-être une leçon nécessaire. Antoine ne répondit pas. Il n'était pas certain de croire à la rédemption de Beau séjour, mais il reconnaissait que l'homme en face de lui était différent de l'aristocrate arrogant d'une décennie plus tôt. Beau séjour mourut en 1805, à 69 ans. Il s'effondra en montant un escalier avec le plateau du petit déjeuner d'Antoine. « Crise cardiaque », dit le médecin. Rapide et relativement indolore. Antoine a payé pour des funérailles dignes. Non par amour, il ne pourrait jamais aimer l'homme qui l'avait torturé, mais par reconnaissance d'une humanité partagée, même entre bourreaux et torturés. Aux obsèques, seules 5 personnes étaient présentes. Antoine, Marie-Louise, 2 autres anciens esclaves de la maison et, chose surprenante, Jacob Lévy, le banquier juif. Un prêtre prononça une oraison funèbre banale. De la terre fut jetée sur un simple cercueil. Et Armand de Beau séjour, qui avait commencé sa vie comme un puissant comte et l'avait terminé comme serviteur d'un ancien esclave, fut inhumé dans un cimetière municipal sans sépulture particulière. « Tu te sens vengé ?» demanda Lévy à Antoine, tandis qu'il retournait sur le chemin du retour. « Non, » répondit Antoine, « je me sens vide. J'ai consacré une si grande partie de ma vie à le haïr, à planifier sa chute, à savourer le moment venu. Et maintenant que c'est fini, qu'est-ce qu'il me reste? De la richesse, oui, du respect, oui, mais j'ai perdu 18 ans de ma jeunesse dans la torture et 15 autres à me venger. Ce n'est pas une victoire, c'est juste la fin d'une histoire tragique. Mais l'histoire devait se terminer ainsi, dit Lévy d'une voix douce. On ne pouvait pas laisser tomber, pas après ce qu'il a fait. Peut-être, ou peut-être aurais-je pu faire mieux que lui. J'aurais pu le libérer de l'esclavage une fois la leçon apprise. J'aurais pu lui offrir la clémence au lieu d'un châtiment perpétuel.
Vous a-t-il offert sa miséricorde? Non. Mais c'est justement le problème. Si nous ne faisons que reproduire les cruautés que nous avons subies, en quoi sommes-nous meilleurs? Antoine vécut 23 ans de plus après la mort de Beauséjour. Il se maria et eut 3 enfants. Il fonda une école pour enfants de couleur à Lyon. Il finança des mouvements abolitionnistes. Il mit sa fortune au service du bien. Mais jusqu'à sa mort, en 1828, il porta le poids de ses années. La vengeance accomplie ne lui apporta pas la paix espérée. Elle lui fit seulement prendre conscience du temps et de l'énergie humaine gaspillée dans la haine et la vengeance, même justifiée. Ce récit s'inspire de faits réels de la Révolution française. Des cas avérés d'anciens esclaves ayant prospéré durant cette période ont été recensés. Ils ont racheté des propriétés à des aristocrates ruinés et bouleversé l'ordre établi. Antoine et Beauséjour en sont des exemples précis, mais le schéma se vérifie historiquement. Et la leçon à en tirer, elle n'est pas simple. Ce n'est pas « la vengeance est toujours mauvaise », car parfois la justice exige que les puissants subissent ce qu'ils ont infligé. Mais ce n'est pas non plus « la vengeance est douce », car la douceur de la vengeance est toujours éphémère, laissant toujours un goût amer. La vérité est peut-être la suivante. Dans les mondes bâtis sur une injustice fondamentale, il n'existe pas de solutions idéales. Il n'y a que des personnes qui tentent de survivre, parfois par la résistance, parfois par la vengeance, parfois simplement en attendant que le monde change suffisamment pour leur permettre de s'échapper. Antoine s'est échappé de l'esclavage. Il a vaincu son bourreau. Il a réussi, et pourtant il est mort, accablé par le poids de ses années, se demandant si les choses auraient pu être différentes, s'il aurait pu trouver une voie qui ne l'aurait pas contraint à se transformer en partie en ce monstre qu'il haïssait. Si vous nous écoutez en 2025, qu'en pensez-vous? Était-ce justice lorsqu'Antoine a forcé Beauséjour à vider son pot de chambre? Ou était-ce une cruauté gratuite? Existe-t-il un moment où la vengeance, même justifiée, se réduit à reproduire le cycle des violences? Partagez vos réflexions. Il n'y a pas de réponse facile. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de la Révolution française, des histoires de mondes bouleversés, des derniers devenus premiers, de justice et de vengeance, et de la mince frontière qui les sépare. Voici l'histoire d'Antoine et de Beauséjour. L'histoire d'un esclave qui força son maître à prendre sa place, et l'histoire de la façon dont la vengeance, même méritée, n'apporte jamais une paix totale.